Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Marx. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est précisément Cédric Simonin qui est en face de vous qui vous a invité parce qu'il avait très envie de parler écoquartier. Oui. C'est une de ses passions. Et comme vous êtes le directeur de l'association Écoquartier de Strasbourg, il s'est dit, on va l'inviter pour parler de cette expérience de l'écoquartier et de tout ce qu'il y a autour, Cédric Simonin. Oui. Bonjour. Bonjour. Plus précisément, comment on vit dans un écoquartier, oui. c'était assez intéressant parce que les écoquartiers poussent depuis les années 2000 dans nos villes. Alors, nouvel art de vivre, ghetto à bobo, nouvel outil pour repenser la ville. On va peut-être avoir nos réponses dans quelques instants. Donc, merci Emmanuel Marx de nous éclairer surtout sur la notion d'usage, parce que ça c'est assez intéressant. Mais avant, pour que les gens comprennent ce que c'est qu'un écoquartier, est-ce qu'on peut en donner une définition et quels sont les critères que l'on retrouve généralement dans cette notion d'écoquartier? Alors en préambule, vous savez que je ne suis pas un expert des écoquartiers. Je travaille dans une association qui s'appelle Écoquartier Strasbourg, mais on est une association d'initiative citoyenne qui a porté cette notion d'écoquartier dans les années 2000, à l'époque où elle n'était pas encore officielle, institutionnalisée, comme un objectif d'un mouvement citoyen de répondre finalement aux objectifs du développement durable. Et avec le temps, on est resté très connecté avec le sujet des écoquartiers. On a des liens avec un certain nombre d'habitants dans les écoquartiers. Donc, c'est de ce point de vue-là, de manière assez subjective, Bien sûr. Que je vais éclairer le sujet. Tout d'abord, pour la définition de l'écoquartier, en gros, pour moi, c'est l'aboutissement, ou en tout cas les aboutissements ou les fruits d'un mouvement citoyen et institutionnel, c'est pas l'un interagit avec l'autre, qui vise en fait à répondre à l'enjeu de vivre et d'habiter dans le respect du développement durable. Voilà. C'est essentiellement cette définition. Après, il peut y avoir plein de critères qui se sont développés avec le temps. Un label écoquartier a été développé par l'État et voilà, maintenant on a confié ça à des ingénieurs des ponts et des mines, donc ça me dépasse totalement. Donc, voilà. Oui, après il y a eu des critères qui étaient vraiment structurants ou structurés, qui sont autour de la préservation du vivant, la biodiversité. Donc il y a une thématique comme ça assez large. Avec le temps aussi. On va le voir parce que ce qui est intéressant, c'est la manière. Moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était pas le point de vue de l'élu, parce qu'on aura peut-être des élus qui vont nous dire pourquoi un écoquartier, mais ce qui m'intéresse, c'est comment sont vécus les écoquartiers. Alors, c'est assez récent. D'ailleurs, quand on a préparé l'émission, j'imaginais que les écoquartiers existaient depuis plus longtemps que ça, et l'émergence vient des années 2000. On en a vu dans toutes les régions de quasiment toutes les villes de France. Est-ce que ça répond à un besoin particulier? Il y avait un manquement initial avant ces écoquartiers par les gens qui veulent, entre guillemets, vivre la ville ou habiter la ville, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Alors, rien que par l'existence de notre association Écoquartier Strasbourg, c'est une initiative citoyenne, donc ça a correspondu au fait que ces habitants n'ont pas trouvé de quoi répondre à leurs besoins, à leur désir d'habiter en ville à l'époque, dans les années 2000. Ça correspond à ça. Il faut se dire quand même que ces enjeux de développement durable, les premières références en 1972, le Club de Rome, Oui. Halte à la croissance, où on commence à poser ce constat sur la limite de la surconsommation et de la surproduction. Le rapport Brundtland en 87, 15 ans après, qui pose la notion de développement durable. La notion de développement durable, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui puissent répondre à leurs besoins sans compromettre les générations futures à répondre aux leurs. Voilà. C'était en 87. Et, on est à peu près 35 ans plus tard. Donc dans les années 2000, c'est un petit peu logique que ces objectifs de développement durable s'appliquent enfin dans la manière de construire la ville. Elles l'ont été par les premiers mouvements citoyens qui ont poussé à ce que cette fabrication de la ville tienne mieux compte des objectifs environnementaux, sociaux du développement durable. Et ensuite, ça a correspondu à un objectif de politique publique de se dire il faut développer encore de l'offre en logement, de l'offre en activité, mais il faut le faire en cherchant à le faire le mieux possible dans un enjeu de préservation des ressources. Mais quels étaient, selon vous, les éléments qui étaient manquants avant la naissance des écoquartiers, que l'on retrouve dans ces écoquartiers presque systématiquement? Est-ce que, je donne quelques pistes, est-ce que c'est plus d'espace vert? Est-ce que c'est le fait de pouvoir
faire un peu d'agriculture, entre guillemets, urbaine au pied de chez soi. C'était quoi les éléments premiers qui manquaient vraiment initialement et qu'on a retrouvés dans les écoquartiers au départ, qui ont sûrement évolué encore aujourd'hui? Oui, alors je pense que l'élément central, c'était la préservation des ressources. Alors, la préservation des ressources, on en utilise partout. La première ressource, c'est le terrain, c'est le foncier. Donc, il y a eu cet enjeu à la fois dans les écoquartiers urbains, mais aussi dans les écoquartiers un peu plus ruraux, parce que ça existe dans une diversité de paysages. Il y a eu le premier enjeu de se dire on va faire en sorte de construire plus d'habitats denses ou collectifs, voilà, pour simplement la préservation des terrains. On commençait à se rendre compte que chaque 10 ans, on consommait l'équivalent d'un département en urbanisation et que c'était pas du tout viable. Donc il y a eu ce premier mouvement de se dire on va construire, mais on va construire de manière plus dense. Et pour construire, donc il y avait la préservation du foncier, il y avait la préservation de l'acte de construire. En gros, c'est 80% de l'empreinte environnementale d'un bâtiment, c'est au moment de la construction. C'est pas dans son exploitation. Donc il y a eu un enjeu à chercher à réduire finalement l'utilisation des ressources dans l'acte de construire. L'habitat collectif est une manière. Le fait de développer plus de l'utilisation de matériaux biosourcés en était une autre. Et il y avait également l'enjeu des ressources en eau. Donc, il y a eu tout un travail sur la manière dont on pouvait réduire l'utilisation de l'eau, ou la meilleure gestion de l'eau dans ces écoquartiers. Plus ensuite, dans le temps long du quartier, comment est-ce qu'on fait des bâtiments économes pour économiser l'énergie. Voilà, on a bien fait de commencer à y penser à un moment ou à un autre. Et pour aller un petit peu plus loin dans la question de Cédric, en fait, c'était une prise de conscience. Les écoquartiers, c'est une prise de conscience à un moment de l'histoire. Comme dit, c'est vraiment l'aboutissement d'un long fil de prise de conscience globale autour de l'enjeu de préservation des ressources. Alors, les écoquartiers ont évolué parce qu'après, on l'a dit, les élus et les services, je vous appelez comme ça, ont commencé à mettre des critères plus structurants. On a parfois l'impression que c'est un peu une liste à la Prévert quand je vois ce que l'on nous propose. Qui parfois semble manquer un peu de sens, qui peut-être était le sens initial de l'écoquartier. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut dire qu'avec votre retour sur l'usage, est-ce qu'on vit mieux dans un écoquartier ? Alors, est-ce qu'on vit mieux dans un écoquartier ? La question est assez délicate à répondre. Il y a une diversité, comme je le disais, d'écoquartiers en France. Et au final, nous, les retours qu'on envoie dans les écoquartiers, on connaît beaucoup plus les écoquartiers alsaciens et strasbourgeois. Il y a une forme d'ambivalence finalement dans les retours qui nous viennent à nos oreilles. L'ambivalence qui vient notamment du fait de la plupart, en fait, la majorité des personnes apprécient la place donnée aux mobilités douces. Dans les écoquartiers, il y a beaucoup d'espaces piétons, de pistes cyclables. Mais en même temps, ils se plaignent des difficultés de stationnement pour leurs véhicules motorisés. C'est le premier exemple qui vient vraiment systématiquement. Il paraît qu'il y en a qui ne font même pas le tri. Il y a le deuxième exemple qui s'exprime souvent, c'est le confort thermique, le plaisir à être dans un bâtiment qui a un confort thermique et qui est économe. Mais de l'autre côté, ils se plaignent très souvent des problèmes d'insonorisation entre les logements. Forcément, quand on se surisole de l'extérieur et qu'on reporte les véhicules motorisés à l'extérieur, c'est beaucoup plus calme à l'intérieur et on commence beaucoup plus à entendre ses voisins. On vit un peu ce type d'ambivalence. La dernière, ça peut être aussi le côté finalement avoir ces facilités de mobilité, les transports en commun, les espaces piétons à proximité, mais par contre ça ne fonctionne que s'il y a une forme de densité humaine et donc des vis-à-vis parfois qui sont assez difficiles à vivre. On voit qu'il y a vraiment une corrélation entre la proximité des vis-à-vis et la satisfaction que les personnes ont dans leur logement. Voilà. Alors, je l'ai dit un peu de manière un peu provocante, ghetto à bobo, on l'entend souvent, ça pour les écoquartiers. Est-ce que les gens qui viennent vivre dans les écoquartiers, c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est tous les univers sociaux, ou est-ce qu'il y a vraiment une typologie de gens qui ont une philosophie de vie particulière ? Alors, un des objectifs des écoquartiers, c'était répondre un peu à on va dire, au développement durable. Dans le développement durable, il y a à la fois la question de la protection de l'environnement, il y a aussi la question du développement économique et celui de la question du développement social. Donc, la partie sociale n'a pas été oubliée dans les écoquartiers. Malheureusement, heureusement, je peux pas vous le dire, c'est pas un jugement, mais ça s'est souvent réduit sous la forme du quota de logement social. Et par contre, les ambitions en termes de présence de logement social sont allées généralement plus loin que ce qui existait dans le reste des autres développements urbains. On a, à l'écoquartier Danube, on a 50% de logement social. Donc,
oui, il y a de la diversité sociale. Oui, c'est pas forcément simple de vivre la diversité parce que c'est beaucoup plus simple quand chaque culture, chaque population est loin les unes des autres parce qu'il y a moins de friction. Donc la densité crée aussi un enjeu à réussir à dépasser les frictions qui sont provoquées par la mixité des cultures, par la mixité sociale. Et ça, malheureusement, cet objectif de diversité des populations et de diversité des ressources, elle a été réussie. Par contre, l'enjeu de se dire comment est-ce qu'on arrive à créer du lien social en poussant les gens à habiter plus les uns proches des autres, c'est plus compliqué parce que ça demande une ingénierie qui, elle, ça ne se met pas dans une case à cocher où on a dit c'est bon, ça on a fait, ça on a fait. Ça nécessite une présence, un soin donné à l'enjeu relationnel. On a essayé dans certains écoquartiers qui a pu fonctionner de promouvoir des espaces partagés. Ce qui fonctionne aussi bien, il y a une surreprésentation des habitats participatifs dans les écoquartiers, tout comme en Allemagne, ça se retrouve. Et dans ces habitats participatifs, il y a souvent des personnes qui sont un peu plus engagées dans la transition écologique et qui vont être plus porteurs d'initiatives, de jardins partagés, de poulaillers, de végétalisation des pieds d'immeubles. Et c'est des occasions de socialiser et des occasions de créer des espaces, on va dire, de rencontres et de dialogue. Ça, c'est quand même assez favorable, mais ça nécessite quelqu'un pour les porter. Il vous faut toujours des leaders dans chaque écoquartier pour pousser les initiatives et puis pas qu'elles meurent petit à petit avec tout le monde qui est repris par son quotidien Ouais, du vivre ensemble. En fait. Du vivre ensemble. Cette expression qui... On n'est pas tous égaux par rapport à nos facilités mais dans tous les quartiers, de produire des initiatives qui permettent des rencontres. Donc, effectivement, on peut les appeler des leaders. On peut parler de personnes qui ont plus aussi une propension à aller les uns vers les autres. Il en faut, heureusement qu'il en faut. Et ça, c'est pas propre aux écoquartiers. Et ça, c'est pas propre aux écoquartiers. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une petite surreprésentation. Comme il y avait ces ambitions de développement durable et de protection de l'environnement, ça a attiré aussi une population qui était plus sensible à ce type de discours, à ce type d'objectifs. Et au final, le fait d'avoir une population assez surreprésentée, même si ça reste minoritaire, ça aide quand même à développer, on va dire, des initiatives qui aident à la rencontre et qui aident au partage. Alors, on l'a dit, les écoquartiers existent depuis 20 ans. Avez-vous le sentiment que les attentes des habitants ont changé depuis 20 ans ? Et est-ce que vous verriez faire évoluer le cahier des charges initialement prévu, entre guillemets ? Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on parle d'écoquartiers, des futurs écoquartiers, j'ai l'impression qu'on parle de quartiers bas carbone, parce que le carbone est devenu the sujet. On cherche toujours à avoir un élément, on va dire, réducteur qui permet de parler plus facilement d'un objet. Il est clair que même s'il y a une prise de conscience qui s'est, on va dire, un peu plus généralisée dans la population, ça reste quand même pas, j'ai l'impression, une prise de conscience et ça n'a pas produit encore un engagement dans la majorité de transformation des modes de vie, des modes d'habitat dans l'ensemble de la population. Donc il y a eu une diffusion, mais elle reste quand même, elle ne touche pas, je pense, encore la majorité. Donc beaucoup de personnes subissent encore un petit peu ces difficultés à découvrir les modes de fonctionnement dans un écoquartier, de la proximité, de cette question de mobilité, de stationnement. Est-ce que les attentes ont évolué ? Dur à dire, je sais. Pour celles et ceux qui vont dans un écoquartier parce qu'ils recherchent à habiter dans un écoquartier, je ne pense pas que leur attente ait évolué. J'en ai pas l'impression, mais j'ai pas non plus ce recul-là. Maintenant, il y a une majorité des personnes qui arrivent dans un écoquartier, notamment dans le logement social, sans l'avoir demandé. C'est juste parce qu'ils ont demandé un logement social. Ouais. Et là, l'enjeu de transformation, il ne se fait pas par rapport, on va dire, à des besoins qui seraient insatisfaits, mais il se fait plus dans la capacité à accompagner ces nouveaux modes de vie qui amènent plus de friction, plus de tension, mais qui sont d'une certaine manière assez nécessaires pour tenir compte des défis qui sont devant nous. Il y a une fierté à habiter dans un écoquartier ? Pour celles et ceux qui en ont fait la demande, et je pense qu'il y a une fierté à habiter dans un écoquartier. C'est une notion qui a encore qui a une valeur. Les immeubles sont modernes, ils sont économes. Il y a une valorisation de son image à habiter, je pense, dans son écoquartier. Et en plus, il y a des avantages très, très pécuniers. Ça coûte peut-être plus cher quand on veut y investir. Par contre, les bâtiments sont clairement plus économes.
Et l'évolution, le modèle suivant de quartier, ça sera quoi d'après vous? Ça dépend beaucoup des territoires. Aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est la loi zéro artificialisation nette qui va bloquer les extensions. Enfin, il ne va pas bloquer les extensions urbaines, mais pour continuer à construire, il va falloir compenser par le fait de redonner des terrains à la nature. Donc ça amène encore plus d'enjeux de construire dans une certaine densité. Et l'enjeu de l'adhésion à cette densité, au logement collectif, c'est un enjeu finalement, je pense qu'on maîtrise pas encore assez bien, alors même qu'on a des retours d'expérience enrichissants, mais ça voudrait dire prendre plus de temps à tirer parti des apprentissages, des enseignements de ces écoquartiers pour voir de quelle manière ça nous aiguille. Et tout ce travail de réflexivité, j'ai pas le sentiment non plus que ce soit forcément qu'on se donne le temps, malheureusement, pour savoir comment est-ce qu'on rebondit sur ces expériences qui forcément nous éclairent pour la suite. Mais demain, je pense que le quartier bas carbone qui vont sortir, on continuera à être dans cette idée de chercher le plus possible la réduction de l'empreinte carbone des personnes. Donc on va aller de plus en plus loin dans la technique, dans l'enjeu de changement des comportements. J'ai un peu la crainte qu'on va créer plus de tensions que ce qu'on amènera comme... c'est la crainte, mais voilà. Ouais. En tout cas, nous, on va suivre ça très très près dans Igloo, évidemment. Merci Cédric Simonin. Merci Emmanuel Marx. On rappelle que vous êtes le directeur de l'association Écoquartier Strasbourg. Igloo, c'est sur topmusic.fr, sur Facebook Igloo on Air, sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube d'Igloo. À bientôt. Salut. Salut. Au revoir.